Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur bestofbusinessanalyst.fr, la chaîne des business analystes francophones. Je m'appelle Alice Vacchi, je suis business analyst depuis 2008. Je suis également formatrice, fondatrice du blog bestofbusinessanalyst.fr et je suis membre du conseil d'administration de l'International Institute of Business Analysis, le chapitre français. Voilà, alors vous avez peut-être l'habitude de voir mes vidéos sur cette chaîne. En général, ce sont des replays de live où je réponds à vos questions. Je fais également des tutoriels animés, mais aujourd'hui, j'avais envie de changer et de faire une interview puisque en tant que business analyst, évidemment, on ne sait pas tout et on est constamment en train d'apprendre des autres. Aujourd'hui, c'est donc au tour de Guillaume Maison de venir nous expliquer une approche très intéressante que je voudrais vous faire connaître puisque elle va rentrer dans votre boîte à outils de business analyst pour vous aider à, ou en tout cas pour aider les entreprises à sortir d'une situation de crise en révélant leur potentiel caché et ainsi à créer de nouveaux leviers de croissance. Alors c'est évidemment un sujet crucial quand on est dirigeant, puisqu'on n'est pas tout le temps en mode de croisière tranquille, tout se passe bien. Il y a souvent et régulièrement des situations de crise auxquelles on doit réagir. Alors vous, business analyst, forcément, vos habitudes que vous aviez acquises jusqu'à présent pour aider vos clients, tout ça, c'est un petit peu, les cartes sont rebattues, ne serait-ce qu'en la manière de travailler, d'aller voir vos contributeurs. Et puis, il faut bien le dire, comme en tant que business analyst, on nous demande d'aider les organisations à trouver des solutions pour répondre à une nécessité de changement, là, on est en plein dedans avec la démarche effectuelle. Bonjour Et Alice. donc, bonjour Guillaume. Guillaume, tu es manager en situation d'urgence ou de crise, également conférencier, consultant et formateur sur l'effectuation et sa mise en œuvre. Guillaume, tu es également le cofondateur de la communauté Effectuation France et des journées francophones de l'effectuation et tu conseilles et accompagnes des entreprises en développement. Tout d'abord, un grand merci d'avoir accepté cette interview. Pour compléter ma rapide Merci. présentation, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur toi, sur ton parcours et la manière dont tu aides les entreprises? Bonjour Alice, bonjour à toutes et tous. Donc, merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, après cette rapide présentation, mon parcours, j'ai commencé dans l'univers de l'informatique, l'ancêtre du numérique, hein, il y a un petit peu plus de 30 ans. Et j'ai participé à énormément de projets et j'ai vu toute l'émergence de tous les concepts informatiques et numériques. J'ai connu avant Internet et après Internet et de la même manière avec les mobiles. Et depuis plus de 20 ans, je suis entrepreneur avec la création de plusieurs entreprises. Et après l'univers du numérique, je me suis passionné dans l'univers de l'entrepreneuriat et de l'incertitude, parce qu'au travers de mes expériences, j'y ai été confronté. Et par un peu quelques exemples, hein, quand j'étais salarié, bug de l'an 2000, dans une chaîne de télévision, à l'époque, je développais un logiciel qui est l'équivalent d'un ERP pour une télévision et un prestataire qui intervenait avec nous a fait une erreur dans la base de données et on était fin janvier 2000 et il nous a fallu restaurer les données, sauf qu'on s'est rendu compte que la sauvegarde, avait hem, avait pâti du bug de l'an 2000. Donc vous imaginez, une télévision qui n'est pas capable de diffuser, c'est, une industrie qui peut pas produire, enfin bref, vous imaginez tout ça. Donc, voilà, première situation, complexe, et d'incertitude et d'urgence. Et puis, entrepreneurialement parlant, j'ai été à la tête d'une entreprise, de maintenance, de services, de prestations, informatiques et j'avais 3 salariés qui ont tous démissionné en 1 mois et demi pour des raisons, excellentes, hein, chacune, et chacun avait d'excellentes raisons. Mais en 1 mois et demi, quand vous avez du boulot pour 4 personnes d'un point de vue technique et que vous vous retrouvez tout seul, pareil, voilà, hein, ça fait, quelques sueurs froides. Et bien, voilà, j'ai décidé, au travers, d'autres expériences, hein, mais de me dire que, voilà, j'avais capitalisé beaucoup d'expériences là-dessus. Associé à l'effectuation où ça fait pas loin de un petit peu plus de 8 ans
heu, que je la pratique, que je la mets en œuvre, que je suis associé, au sein de la communauté Effectuation France avec Philippe Silberzan et Dominique Vian qui sont des chercheurs, des enseignants-chercheurs, autour de l'effectuation. Donc voilà, donc je me suis dit c'était maintenant qu'il fallait capitaliser là-dessus et proposer effectivement quelque chose de nouveau autour de cette gestion de la complexité et des situations de crise. Alors la thématique de cette interview, c'est de proposer une méthode de sortie de crise aux entreprises pour révéler leur potentiel caché et les aider à créer de nouveaux leviers de croissance. Ma première question porte donc sur ce mot de crise. À l'heure où, encore une fois, on tourne cette interview, on est en pleine pandémie, on est le 2 juillet 2021. D'ailleurs, ça sera intéressant de revenir sur cette vidéo dans quelques mois, voire pour quelques années. Est-ce que tu pourrais développer ce constat lié à la situation économique qui fait que ça crée le besoin pour les organisations, et voilà, même plus que le besoin, ça crée une nécessité vitale pour les organisations de s'y adapter très très vite pour justement ne pas mourir? Alors, la pandémie suite à la pandémie, il y a beaucoup de business qui ont été, profondément impactés, en négatif comme en positif. Mais il a fallu, en quelques jours, quelques semaines, voire quelques jours, changer complètement de paradigme de pensée, d'action, d'organisation. Par exemple, pour certains, il y avait plus d'activité possible. Alors ça a été soutenu par les aides de l'État, mais qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Comment on s'organise? Comment on organise au niveau des salariés, au niveau de soi-même? Comment on va maintenir son business? Il y a des marchés qui se sont, profondément transformés, avec des changements radicaux, certains se sont complètement effondrés, d'autres au contraire et on prend à l'image de Zoom, de cette entreprise de visioconférence qui a connu un essor spectaculaire, tous ces outils en ligne. Voilà, mais de la même chose en matière d'immobilier, en matière de ressources humaines, en matière de management, lorsqu'il a fallu tout changer. Donc voilà, les conditions de vie et de travail, ont changé, et à titre d'exemple, quelque chose qui était sur la table, il y avait du mal à avancer et cetera, le télétravail. Et on se rend compte que, ce que beaucoup, alors de chefs d'entreprise, mais de managers et autres, disaient: «Non, c'est pas possible, on peut pas mettre en place le télétravail», bah, ils ont réussi en une semaine. Lors du premier confinement, il y a pas eu de choix. Ils l'ont mis et ça a marché. Hem et de fait, les salariés et comme les managers, comme les chefs d'entreprise ont découvert aussi une autre manière de travailler. Alors certains y adhèrent, certains n'y adhèrent pas, mais aujourd'hui, c'est un phénomène qui a vraiment été mis en exergue et qui change complètement la physionomie de l'organisation des entreprises et du travail. Et de la même manière, on parlait avant beaucoup de transition numérique, transformation numérique et puis bon, il y avait beaucoup de poncifs, de choses, de clichés, grands gourous et cetera. Et là, d'un coup, bah, là, l'accélération, elle a été là, quoi, hein. C'est même plus une accélération, on est même passé d'un état à l'autre en un temps, inimaginable à la base. Et en fait, l'accumulation de tout ça, que ce soit au niveau macroéconomique où, il y a eu, des chaînes d'approvisionnement qui ont été en rupture, qui se sont remises en marche, qui se sont transformées, heu, tout tout ce contexte extrêmement fluctuant que certains, qualifieraient, hein, de contexte VUCA, volatile, incertain, complexe, voilà et ambigu, heu et bien, ça donne un univers extrêmement volatile sur lequel, beaucoup enfin, la manière qu'on a habituellement de penser, un objectif, un plan d'action pour atteindre cet objectif, avec, trouver les ressources pour, chacune des étapes, ressources qu'on a, pas forcément à disposition pour atteindre cet objectif. Aujourd'hui, bah, ça devient, toujours possible, mais franchement incertain. Je plains, moi, toutes ces entreprises ou tous ces, chefs de projet qui, en février 2020, avaient préparé un bilan prévisionnel et un business plan avec des projections à 3 ans. Je les plains parce que voilà, c'est juste ce qu'ils avaient prévu a volé en éclats, voilà. Et donc, toutes ces informations
qui sont à disposition de tout le monde, qui sont nombreuses et parfois même trop nombreuses pour pouvoir être appréhendables d'un seul tenant. Euh, on ne les connaît pas toutes, d'ailleurs, ces informations. Et si on met en plus les interactions entre tout ça, avec des effets rétroactifs, hein, voilà, des rétroactions, on est dans un univers où, dans un contexte maintenant où il y a beaucoup d'incertitudes et ça devient difficile de déterminer qu'est-ce qui doit être prépondérant, de décider et d'agir face à, bah, si on n'est pas capable à se projeter à plus de 6 mois, bah, ça va être difficile de se dire, bah, je prépare un plan avec un objectif, mais qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Donc voilà, donc on est dans un contexte aujourd'hui, hein, au 2 juillet, comme tu l'as dit, bah, on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce qu'on va avoir droit à une quatrième vague liée à ce fameux variant Delta? On ne sait pas. Donc beaucoup d'incertitudes. Et pourtant, il est possible de continuer d'agir dans cette situation d'incertitude. Alors effectivement, on partage tous ton constat que c'est une situation inédite de crise. On ne peut plus réagir comme avant. Les entreprises sont obligées de s'adapter très très rapidement pour ne pas mourir et pour se réinventer. Mais finalement, je vais me faire l'avocat du diable. On va espérer que la crise, elle va pas durer toute une vie. Et elle passera sans doute un jour ou l'autre. Alors, est-ce qu'un chef d'entreprise devrait pas plutôt se focaliser sur l'optimisation de son modèle économique en vitesse de croisière? Qu'est-ce qui arriverait finalement si il disait bon, ok, c'est une crise, je m'y adapte, mais maintenant je retourne à mes moutons et à la normalité et je réfléchis à un business model, on va dire classique. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Faut comprendre que, j'allais dire, avant la crise, euh, la plupart des business sont nés dans un contexte en fait d'avant-crise, d'avant-pandémie, où bah, j'allais dire, au fur et à mesure du développement, en application de méthodes éprouvées, bah, les entreprises gagnaient de l'argent, étaient efficaces. Voilà, c'était la vitesse, la fameuse vitesse de croisière. Là, aujourd'hui, et je prends l'exemple du télétravail, qui induit aussi toutes les questions autour de bien-être au travail, par exemple, hein, bah là, on est dans un contexte qui est radicalement nouveau. De plus en plus de salariés souhaitent la mise en place d'un travail, des modalités de travail dites hybrides, où on est à la fois au bureau, on peut être aussi bah, ailleurs qu'au bureau, chez soi, ou dans des tiers-lieux, dans des espaces de coworking. Et ça veut dire, ça doit questionner en tout cas le chef d'entreprise que euh, est-ce que son modèle, son business model, son modèle économique en vitesse de croisière, est-ce qu'il est toujours adapté à ce nouveau contexte? Parce qu'un modèle économique, ça tient compte aussi bah, de ces activités clés qui sont portées probablement, voire même très certainement par certains de ses salariés. Mais l'organisation du travail souhaitée par certains salariés, ne serait-ce qu'en termes de télétravail, bah, re-questionne en tout cas le modèle économique qu'il a mis en place. Donc, est-ce que ce modèle, il doit être réinterrogé ou pas avec les salariés et ainsi de suite? Mais ce qui va se passer en tout cas, c'est que s'il n'y a pas une réinterrogation de ce modèle économique et de la manière de faire, il est très probable que l'entreprise, bah, devienne son organisation en tout cas, voire ses produits et ses services, deviennent inadaptés au modèle, bah, aux attentes des consommateurs qui ont appris à consommer aussi de manière totalement différente, aux salariés qui ont travaillé de manière radicalement différente et qui, pour certains, bah, ont dû se reconvertir, hein. Je pense à tout l'univers de la restauration. J'ai beaucoup d'échos bah, de gens qui travaillaient dans le service, dans les restaurants, etc., et qui ont ils avaient plus de boulot, mais il fallait qu'ils continuent de vivre, donc ils se sont formés à d'autres compétences. Et aujourd'hui, il y a une vraie pénurie. Donc, ne serait-ce que au travers de cet exemple dans la restauration, on a des business qui sont aussi en profonde transformation. Tout ça fait que euh, aujourd'hui, ne pas prendre en compte un contexte qui est devenu incertain et ne pas agir pour s'adapter à cette incertitude, pour être capable d'évoluer dans cette incertitude
qui risque de durer, hein. C'est je crois la Banque de France ou l'INSEE qui mettait en avant que, l'économie reviendrait à peu près à son niveau d'avant. Je ne parle pas qu'elle serait comme avant, mais à son niveau, d'avant, pas avant l'été 2022. Donc c'est, voilà, en 1 an, quand on a vu en 1 an, ce qui s'est passé, on peut imaginer que là, à l'avenir, en 1 an, il peut se passer encore énormément, énormément de choses. Donc, c'est un impératif aujourd'hui pour, l'ensemble des organisations, que, à tout le moins, de se réinterroger sur qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des choses à changer? Il est peut-être qu'il y a certaines qui n'est pas nécessaire de changer et peut-être que d'autres, oui. Mais alors se pose la question: «OK, jusqu'à présent, on a toujours fait comme ça, on a toujours eu cette manière de voir. Comment on va faire pour se questionner et savoir quoi faire? Comment on va faire pour réinterroger et surtout de se dire: "On va aller au-delà de l'interrogation"». C'est qu'est-ce qu'on va pouvoir vraiment réaliser pour tester peut-être, pour aller, heu explorer, de nouvelles pistes? Et on va dire que, je pense que pour les chefs d'entreprise, il va falloir qu'ils abordent une nouvelle approche dans leur gestion du risque. Jusqu'à présent, lorsque, on développait un plan d'action, on avait un projet, on faisait un plan d'action vers un objectif, avec des ressources que l'on n'avait pas nécessairement à disposition, hein, comme je le disais tout à l'heure, malgré tout, on mesurait un petit peu les probabilités du risque à chaque étape, voilà, on était capable de valoriser le risque d'un projet, ses chances de succès, ses chances d'échec. Aujourd'hui, ça devient encore une fois, hein, très difficile, le futur est vraiment inconnu, hein, l'incertitude donc quelque part, le risque, il est, heu, il est, mmh, il est plus mesurable ou alors, même si on arrive à l'évaluer, ça veut rien dire parce que pour reprendre le principe des cygnes noirs, des black swans, de Nicolas Taleb, bah, voilà, il y a quelque chose avec une très faible probabilité, mais avec un impact énorme. Voilà, donc il faut changer en fait, le paradigme, non plus en se disant: «Je vais, mesurer, évaluer, calculer, un risque». Il faut partir simplement du contrôle du risque, du vrai contrôle du risque. C'est ce que, propose effectivement l'effectuation. C'est-à-dire l'effectuation, elle dit: «Bah, vous êtes en capacité de contrôler votre risque par un mode de pensée qui vous laisse toujours maître de la situation et le risque, il se fait parce qu'on va raisonner en termes de perte acceptable. On va agir en termes de perte acceptable». Alors oui, c'est vrai, je te rejoins totalement, et surtout qu'en tant que business analyst, on avait vraiment l'habitude d'avoir une approche du risque mesurable avec du risk management, nos tableaux où on réfléchissait aux causes racines et à la mitigation, à la manière d'atténuer le risque ou de l'éviter. Et ça, c'est ce qu'on a toujours fait. Et effectivement, tu le dis, on peut plus réagir tout le temps de cette manière-là, tout simplement parce que l'environnement est trop incertain. Tu parlais d'un environnement VUCA qui n'est plus stable comme on l'a vécu avant. Et on ne peut plus réagir avec un business plan sur 5 ans, tu l'as très bien dit. Alors si on considère qu'une époque est définitivement terminée et qu'on entre, et même qu'on est déjà entré dans une nouvelle ère, quelles pourraient être les solutions ou une nouvelle posture qui inverse le mode de pensée et dont l'usage est du coup adapté en situation d'incertitude ou de complexité? Alors, bon là, c'est vraiment mon secteur d'excellence, aujourd'hui, hein. C'est la posture effectuelle, c'est ce qu'on a appelé, l'effectuation, hein. L'effectuation, pour faire, simple, c'est une théorie issue d'un mode de pensée d'entrepreneurs experts qui a été théorisé il y a une vingtaine d'années. Elle repose sur 5 principes qui, sont énoncés comme suit, comme voilà. 1er principe, c'est faire avec ce qu'on a. Voilà, c'est on part d'une situation et c'est les éléments à disposition dans cette situation qui nous permettent de définir un objectif forcément, atteignable. Une action réalisable avec un objectif et un effet atteignable. Deuxième principe, c'est raisonner en perte acceptable. C'est-à-dire que j'engage quelque chose et j'accepte de le perdre quel que soit le résultat. Donc ça permet de définir une limite et donc de contrôler son risque. Puisque ce que j'engage, j'accepte de le perdre, au pire ça change rien et au mieux, tout peut arriver. Et donc ça, c'est un phénomène qui libère l'action. Troisième principe, c'est de dire, bah, d'intégrer un nombre croissant de parties prenantes.
Les parties prenantes, c'est des gens qui vont vous aider, qui vont avoir un impact sur le développement de votre projet, le développement de votre activité. Quatrième principe, qui lui dit: «Tirez parti des surprises plutôt que d'essayer de les anticiper et de les prédire». Et ça, c'est un phénomène qui est c'est le principe même de l'opportunisme. Une surprise, c'est la réalité qui se rappelle à vous. Ça veut dire que la perspective que vous aviez sur la réalité n'était pas juste, donc vous avez là l'opportunité de faire un pas de côté pour peut-être voir la situation sous un angle différent et agir de manière différente. Et enfin, c'est celui qui porte un projet, celui qui agit, ça peut être le chef de projet, ça peut être quelqu'un qui démarre et qui initie quelque chose, eh bien c'est lui qui va agir pour transformer son contexte et son environnement, pour le rendre propice en tout cas au développement de son projet. De ces 5 principes, en fait, on s'aperçoit que, on oublie complètement ce mode de pensée dit, causal, où on fixe un objectif. C'est vraiment on est dans une pensée dite situationnelle. Je suis dans une situation, je suis en capacité d'engager des ressources ou avec des gens qui s'engagent avec moi, ils amènent leurs propres ressources et à partir de là, on va être capable de mener des actions en perte acceptable. C'est-à-dire que le risque, on l'évalue pas, le risque, il est contrôlé parce qu'on accepte de perdre ce qu'on va pouvoir engager. Donc bien évidemment, plus il va y avoir de monde, plus les ressources à disposition, vont être importantes, ce qui veut dire que malgré tout, les actions et les objectifs vont pouvoir être plus ambitieux, plus important. Mais en tout cas, ce qui est engagé, voilà, c'est vraiment ce raisonnement de la perte acceptable. Et donc, on va dire que avec ça, ce mode de pensée qui quelque part, on peut le résumer, ce que j'ai à disposition est suffisant pour permettre quelque chose. En partant de ce système de déduction, on va pouvoir en fait ouvrir un champ de possibles qui n'aurait pas été, vu au préalable de manière spontanée. Pourquoi? Parce que, dans notre habitude de penser, si on est dans l'univers, numérique, on va réfléchir sous un certain angle qui est celui de notre métier du quotidien, de celui des produits ou des services qu'on propose ou de voilà, des compétences qu'on met systématiquement en œuvre. Or, il est possible de faire émerger des possibles alternatifs, face à l'ensemble de ces compétences. Et donc, les certitudes, elles ne se transforment, elles ne sont plus sur un avenir qu'on aurait tracé au travers d'un plan, mais elles reposent simplement sur les ressources à disposition et les gens qui s'engagent avec nous. Et en fait, on s'aperçoit que malgré tout, heu, on va être capable de générer de l'action, des actions nouvelles et là, on en revient au principe de l'innovation, hein. Souvent, on demande, d'innover et voilà, là, on est, vraiment dans des capacités d'innovation parce que on va être amené à réfléchir à des possibles qui vont parfois sortir de notre cadre et c'est là qu'il faut aller chercher effectivement pour les entreprises, peut-être ce renouveau, peut-être cette manière alternative de faire, et d'aller explorer ces fameuses pistes qui vont, permettre aux business et aux entreprises de mieux coller à cette réalité qui est incertaine, qui est, dans un contexte et dans un environnement dit VUCA. Alors, si vous avez fait attention, hein, 1 principe, faire avec ce qu'on a. On a 3 types de ressources, hein, qui on est. On a tout ce que l'on sait, toutes les connaissances, compétences, savoir-faire et l'ensemble des personnes qui sont, dans notre réseau. Cependant, l'effectuation elle pose la question des ressources, mais elle n'y répond pas en tant que telle. C'est-à-dire que quand je vous dis: quelle est votre personnalité? Quelles sont, vos connaissances ou vos savoirs? Quels sont, les gens que vous connaissez? Elle dit pas comment les identifier, comment les mettre en évidence, ni même comment les organiser, leur donner une cohérence, en termes, d'organisation. Et c'est là où effectivement les méthodes issues de l'effectuation, répondent à ces questions. Et elles répondent à ces questions en fait de 2 manières. Heu, Elles permettent de comment dire? De trouver des espaces d'action qui restent dans la zone de contrôle. On va pouvoir, comme je le disais, hein, ouvrir le champ des possibles, mais on va être surtout, parmi le champ de ces possibles, on va pouvoir travailler à ne conserver
que les possibles qui sont réellement dans ces espaces d'action qu'on a en contrôle et qui sont cohérents avec ce qu'on fait. Le deuxième espace qu'il a, la deuxième méthode de mettre en évidence, hein, ces ressources, à disposition, ces potentiels cachés, pour reprendre un petit peu le titre de cette interview, c'est que, au travers d'une masse d'informations, denses, en interaction, éparses, voire diffuses, parce qu'on ne les maîtrise pas toutes, certaines de ces méthodes vont être capables, d'associer en fait ces informations entre elles pour faire remonter, celles qui sont les plus pertinentes, celles qui sont, contenues quelque part, c'est dans cette masse d'informations et qui sont les plus pertinentes et celles qui vont avoir, un effet, on va dire, une signification de plus haut niveau et donc d'offrir une perspective sur cette incertitude, d'offrir une perspective sur la complexité de cette information. Et en mettant en œuvre des petites actions, et je parle bien de petites actions, où Philippe Silberzan utilise le terme de petites victoires, on va être capable, par enchaînement de ces petites victoires, de remettre de l'action, de changer aussi les habitudes voilà, les habitudes acquises dans les process de l'entreprise. Mais parlons, voilà, en engageant du monde, en obtenant ces petites victoires, on va être capable petit à petit de transformer l'organisation et donc de la réaligner avec cette réalité et même en situation d'incertitude parce que bah, les éléments qu'on a à disposition, eux, ils sont certains, ils sont acquis. Et donc, on peut réellement et en toute confiance s'appuyer dessus pour avancer. L'intérêt de l'effectuation, en fait, c'est qu'elle ne balaye pas l'existant, au contraire, elle part de l'existant et que quelquefois on peut utiliser l'effectuation et quelquefois on peut utiliser les méthodes habituelles. Elle n'impose pas d'être utilisée systématiquement, elle est juste c'est un outil en fait supplémentaire, une manière de voir un petit peu supplémentaire qui est plus adaptée à ces environnements incertains et à des situations vraiment, complexes. Merci, merci encore une fois Guillaume. Alors effectivement, à toutes et tous qui nous regardez, c'est une introduction à l'effectuation. Ça peut vous sembler encore assez abstrait. Et si vous êtes comme moi, ma première réaction quand je discutais avec Guillaume, puisque Guillaume, tu nous as aussi permis au sein de l'IIBA, International Institute of Business Analysis, d'avoir cette approche, d'avoir une première approche de l'effectuation, puisque tu as fait des webinaires pour l'IIBA France et Suisse. Et effectivement, le premier réflexe qu'on peut avoir, c'est de se dire, ok, finalement, ça correspond à quelque chose qui est c'est peut-être du design thinking. Ah, mais ça ressemble un peu aux approches agiles dans la notion de s'adapter au changement et d'accepter les surprises. Ah, c'est finalement peut-être du brainstorming. Et en fin de compte, à chaque fois qu'on discutait ensemble, tu disais, attention, c'est une approche qui inverse la vision des choses. Donc nous, en fait, inconsciemment, enfin en tout cas je dis nous, mais moi, et j'en connais d'autres autour de moi, on a tendance à se raccrocher à ce qu'on connaît, alors qu'en réalité, l'effectuation propose vraiment un changement de paradigme. Et il faut comprendre aussi, puisque moi j'ai eu la chance d'assister à tes ateliers, ce n'est pas juste, on va dire, une théorie philosophique, c'est une vraie méthode où quand tu vas aider les entreprises à réfléchir à des sorties de crise en changement, en inversant le paradigme, la manière de penser, tu vas leur apporter par différentes méthodes, donc qui sont à 360 ou focales, des templates, tu vas les aider à mettre sur papier en fait toutes leurs ressources, leurs caractéristiques, etc. Et par le biais de différents filtres que tu vas leur faire appliquer, eh bien progressivement et même en très peu de temps, puisque tu dis souvent qu'il suffit parfois d'une journée pour d'atelier en fait pour faire cela, et bien finalement c'est une démarche hyper structurée qui permet d'aboutir à une recommandation de solution de quelque chose qu'on n'aurait même jamais imaginé en brainstormant de manière classique, tout simplement parce qu'habituellement on se raccroche à des choses qu'on connaît déjà et on a un paradigme qui est habituel et auquel on se rattache sans même y penser. Donc il est particulièrement important quand on veut utiliser correctement et de manière pertinente la méthode effectuelle, l'approche effectuelle, il est important d'utiliser une méthode qui est un outil pour cette approche, mais surtout d'être aidé par un facilitateur. Et donc toi, c'est ton rôle. Est-ce que
dans ton rôle de facilitateur pour l'appropriation de la méthode effectuelle, tu aurais des exemples concrets pour que les personnes qui nous regardent comprennent mieux les contextes dans lesquels tu es intervenu et comment tu as permis de résoudre des problèmes. Ah alors oui, bien sûr, typiquement, parmi les méthodes, que j'ai évoquées, il y en a une par exemple qui s'appelle FOCAL et qui part d'une situation, d'un problème, d'une situation dite complexe, hein, par complexité et pour, aller, être concis, c'est, lorsqu'il s'agit d'interactions humaines, hein, lorsque ça va mettre en jeu une situation complexe, c'est ce qui va mettre en jeu des interactions humaines. Par définition, un être humain est complexe, donc quand vous en avez plusieurs, autant vous le dire. J'ai mené des ateliers, focales, notamment sur le télétravail on s'aperçoit que, pour que, des solutions soient apportées à ces situations complexes, comment mettre en place le télétravail dans les organisations? Eh bien, heu, en engageant les gens parce qu'ils ont la culture de leur entreprise, parce qu'ils se connaissent et ainsi de suite, on va être capable de faire émerger des solutions, et quand on parle de solutions, c'est vraiment des actions, qu'ils auront construit d'abord et surtout qu'ils auront construit dans leur zone de contrôle. Donc ça veut dire que c'est eux qui auront construit quelque chose qu'ils seront effectivement en mesure de réaliser. Alors, typiquement, hein, parmi les actions, hein, parmi un des ateliers, c'était, bah, voilà, le télétravail, perturbe le fonctionnement des équipes en vous passant les détails de la méthode, mais, on en est arrivé à organiser des actions qui sont, par exemple, de créer à la demande, des groupes de solidarité et d'entraide, parce que c'est pas facile pour un certain nombre de personnes de basculer, complètement en télétravail. D'autres actions comme, par exemple, créer des moments vie ma vie où là, on va organiser quelque part, le travail collectif et collaboratif de salariés en télétravail, en faisant en sorte que sur une demi-journée ou une journée, eh bien, même en télétravail et même à distance en visioconf, ils travaillent ensemble sur le métier de l'un ou le métier de l'autre. Ce qui permet de recréer du lien, ce qui permet, voilà, de briser aussi des silos qui pouvaient exister même en présentiel. Bref, et on était là sur vraiment une thématique, c'est, comment maintenir quelque part cette cohésion d'équipe. Donc voilà, l'effectuation, elle a mené vers ces choses-là qui, à la base, chez eux, n'a pas constitué, dans le cadre de cet atelier, n'a pas constitué une solution immédiate, à mettre en œuvre. C'est pas la première chose. On y aurait, je me souviens, là, en l'occurrence, ils avaient des visions beaucoup plus, techniques, de la chose. C'est, les ordinateurs. Je dis pas que c'est faux, mais il n'y a pas que ça, en tout cas, à envisager et il y avait énormément d'autres thématiques, hein, qui avaient été envisagées. Par exemple, on avait, comment ré enfin, ça permettait de réduire l'absentéisme, créer aussi de nouvelles méthodes de travail et là, c'était des univers qui étaient, pour eux, sous contrôle, des espaces d'action, sous contrôle d'imaginer ensuite les actions dedans. Alors d'autres exemples, notamment en termes de discernement de l'information pertinente, j'ai eu à travailler, sur un service d'une entreprise, de knowledge management qui avait une vision, de son impact et de son rôle dans l'entreprise. Ils pensaient qu'ils étaient, vraiment les garants de la qualité, voilà et que, les gens, les connaissaient parce qu'ils avaient, voilà une rigueur et une qualité ils apportaient la qualité dans toute cette gestion de la connaissance il est ressorti en fait que, au travers d'un des ateliers, d'une des méthodes qui là en l'occurrence s'appelle ISMA Concept, que en fait, leur rôle, leur impact principal dans l'organisation, c'est qu'ils étaient une ressource, énorme pour créer de nouveaux produits et créer de nouveaux services. Et c'était ça, en fait, qui était vu en premier et non pas la dimension qualité, mais qui était vu en premier. C'était une ressource de créativité, permettant aux gens de créer de nouveaux modèles économiques, de créer de nouveaux services, produits, voilà. Et puis dans une grande école, qui, qui pensait que, le comment dire? Heu, que
ils ont une grande diversité dans leur programme et ils pensaient que c'était le phénomène attractif de l'école et en fait, la plupart des étudiants ont répondu que non, non, ce qu'ils appréciaient dans la diversité, des programmes, c'était surtout ça leur permettait une meilleure gestion de l'incertitude liée à leur orientation. Donc voilà quelques exemples, précis de, comment, mettre en évidence des choses qui ne sont pas perçues spontanément. Comment discerner au travers du complexe et le complexe génère cette incertitude, hein, mais quand on a beaucoup d'informations ou, des situations vraiment complexes, comment on va être capable de révéler des choses qu'on ne voit pas tout de suite et qui vont constituer autant de, leviers d'action, de leviers de croissance et d'opportunités pour les organisations. Super, bah écoute, moi personnellement, je trouve ça passionnant, cette démarche effectuelle qui bouscule nos paradigmes. Je le répète, mais je trouve ça très important. En tant que business analyst, on a l'habitude de partir d'un problème, puis de réfléchir à la meilleure solution possible, et en fait, après, d'aider à sa mise en œuvre par la mobilisation et la consommation de nouvelles ressources. Donc voilà, un lancement d'un projet, il y a des ressources en temps, en délai, enfin en argent et en ressources humaines. Et à la base de ces nouvelles ressources, on va créer quelque chose de nouveau. En fait, ce qui est intéressant avec cette démarche effectuelle, c'est qu'on réfléchit à sortir d'une crise, à résoudre un problème en se basant sur ce qu'on possède déjà, sur nos ressources, sachant que les ressources, c'est pas que financier, ça peut être du temps, ça peut être un réseau, ça peut être des parties prenantes qui peuvent nous aider, qui peuvent apporter des connaissances supplémentaires. Et en fait, et également, on réagit en pensant aux pertes acceptables. Donc toi, ton idée, c'est voilà, cette démarche, c'est de dire j'accepte de perdre ce que je mets sur la table, que ce soit du temps, que ce soit des connaissances, que ce soit pourquoi pas de l'argent, j'accepte de le perdre. Donc au pire, C'est ça. je contrôle mon risque en fait, hein. Et donc c'est pour moi un super changement de paradigme par rapport à mon approche de business analyst qui est complémentaire. Donc en fonction des situations que j'ai rencontrées, peut-être qu'il y aura des situations de crise ou avec un environnement volatile et incertain et qui ne me permettent pas de me reposer sur mes outils habituels de business analyst, eh bien là j'en ai un de plus qui est la démarche effectuelle que je pourrais potentiellement utiliser. Donc merci beaucoup. Je pense que certains parmi les gens qui nous regardent, auront peut-être envie d'aller plus loin. Franchement, je vous le conseille. Je sais que tu fais des séminaires et des formations, si tu veux en dire un mot. Alors tout à fait, en termes de formation, à compter de, alors début octobre, il y a une, session de formation les 7, 14 et 21 octobre sur 3 jours, à propos de FOCAL, la méthode FOCAL qui permet de, résoudre des, problèmes et des situations complexes, par des actions, justement qui vont être, originales, non envisagées, au départ et bien souvent pouvant mener vers des innovations. S'il y en a qui sont intéressés par, la méthode ISMA 360 et il y a quelques jours, dans le cadre d'IBA France, on a fait une webconf, où j'ai présenté cette méthode qui sert là, pour le coup, à accélérer et à booster le lancement d'une innovation. Donc, je pourrais, s'il y a des gens qui sont intéressés, hein, organiser une session de formation autour de cette méthode. Et bien évidemment, on parle là de méthodes très techniques, plutôt transversales. J'anime également des séminaires, en partenariat avec des experts des thématiques proposées, autour par exemple de tout ce qui va être marque employeur, la raison d'être des entreprises, faire des ateliers, de prospective en utilisant, ces méthodes effectuelles, résoudre des problèmes complexes ou imaginer des co-construire en fait avec les salariés des processus de transformation. Par exemple, justement, réfléchir ensemble à construire des actions autour du télétravail, autour du bien-être au travail, et pas, et là en insistant aussi sur la dimension du au travail. Voilà, donc l'application, hein, de l'effectuation, est très vaste, hein. On peut s'intéresser à de l'entrepreneuriat, de l'innovation, du management, des ressources humaines, le développement personnel également. Voilà, donc je suis là, bien évidemment à disposition, mais c'est encore une fois, c'est un outil, heu, complémentaire,
qui n'est pas là pour, se débarrasser des autres, mais simplement c'est un outil qu'on peut utiliser dans des cas, vraiment complexes, où on ne peut pas décomposer un gros problème en plein de petits problèmes parce qu'il y a beaucoup trop d'interactions et c'est vraiment un outil, qui change, qui permet d'innover, vraiment. Dans ses pratiques, mais aussi dans les finalités. Super. Donc, si vous regardez cette vidéo, pas du tout en 2021, bien après, forcément, les dates de séminaire et de formation qu'a évoqué Guillaume sont passées. N'hésitez pas à le contacter. Vous avez son adresse et ses coordonnées en barre de description. Et puis, bah, il s'adaptera à vos besoins. Moi, je vous conseille vraiment de vous pencher un petit peu sur cette démarche. Et je vous dis, bah, écoutez, à bientôt. Merci d'être venu voir cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si le contenu vous intéresse. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir tout le monde.